Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 mars 2021. Ce soir, je me suis tenu loin de la porte gémissante, cette porte infiniment désirante qui n'a qu'une seule envie, c'est de prendre le large. Une porte qui a envie d'aller visiter le vaste monde où toutes les portes sont ouvertes. Mais celle-ci, ce soir, reste loin de moi et je ne souhaite pas l'entendre gémir. Je remercie François qui m'a conseillé d'aller chercher un ruban mousse pour l'isoler. C'est ainsi que les portes trop bavardes, on doit les museler. Merci Michael pour les deux gentils mots. Je vais vous répondre plus longuement. Vous avez compris que j'avais été très occupé ces jours derniers. Ce qui ne m'empêche pas d'être avec vous ce soir. Je ne sais plus comment m'arrêter. Je sais que maintenant je vais continuer cette séquence de vidéos qui porte dorénavant un nom. C'est Extinction des feux, le couvre-feu, il va sans dire. Alors je vais continuer et je ne sais trop quand ce couvre-feu sera éteint. Euh, mais en tout cas, la santé publique au Québec et au Canada nous met en garde contre les virus mutants. Il y a celui de New York, hein, je ne sais si vous avez entendu parler. Il y a celui de New York qui vient de faire son entrée. Et que plus une pandémie dure et plus les occasions de, de muter euh, leur sont proposées à ces infimes créatures. Alors aussi, phonographie, j'ai commandé Retour de Barbarie et Le Temps de la sottise. Retour de Barbarie, c'est c'est encore une histoire du monde des lettres, c'est ce que j'ai cru comprendre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on reste dans la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Louis, Louis, donc ce soir, je ne crois pas que Laporte et moi, on va divaguer en duo, ou en tout cas, elle est là, je l'entends, au loin, plaintive, mais cette fois-ci, j'espère ne pas avoir à œuvrer avec elle en duo. Euh, Quant à Laurent, oui, effectivement, oui, Laurent. De fait, euh, la bibliothèque et comment voyager avec, dans le travail de Gérard Massé. Méconnu, dites-vous, mais j'aurais envie de vous dire, n'est-ce pas le sort de pratiquement tous ceux qui, euh, qui font des travaux à la fois sur la lecture, sur l'écriture, sur la littérature, autrement dit, cette chose assez difficile à définir. N'est-ce pas là leur sort? Aujourd'hui, il y a un jeune ami qui m'a rendu visite et qui me... un jeune ami qui est un jeune intellectuel début de la vingtaine. Et on a eu une belle conversation. C'était très, très, très agréable. Et je lui, pour lui, beaucoup de jeunes sont très curieusement, en tout cas de jeunes conservateurs, ils sont plutôt passéistes. Imagine que c'était mieux avant. Et je me fais fort de les contredire sur cette question-là, en particulier sur la question de la liberté sexuelle. On va s'approcher de ça là, dans quelques minutes. Je vais vous lire un passage de Et je vous offre le néant. Mais je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. Bon, je vous expliquais que j'avais l'intention, je mentionnais que j'avais l'intention de vous parler un peu de mon métier, de ma pratique en tant que tel. Bon, il y a 2 jours, je me suis porté acquéreur, deux jours déjà, oui, je me suis porté acquéreur de plusieurs centaines de livres consacrés à Carl Gustav Jung ou écrits par Jung.
Aujourd'hui, j'en ai vendu, ça a été une très grosse journée, donc encore une journée épuisante, je dirais. J'en ai vendu beaucoup. C'était une belle journée du point de vue du commerce. J'en ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, bon, j'ai contacté les uns et les autres, les sachant très intéressés par ce type de littérature, et les ouvrages se sont envolés. Mais, quand je me porte acquéreur d'une bibliothèque de plusieurs centaines de livres, je m'en garde toujours 2, 3, 4, des fois 5. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai gardé, n'est-ce pas? Ça va vous donner une petite idée. Et avant hier, je me suis porté acquéreur de quelques dizaines de livres, mais il y avait celui-ci de Semyon Lipkin, Le destin de Vassili Grossman. Alors, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a côtoyé Grossman et qui l'a côtoyé à un moment où c'était plutôt inquiétant de le côtoyer, car le KGB venait de saisir son manuscrit et même la dactylographie, laquelle a été écrit via destin. Et il a continué à le fréquenter, Lipkin, malgré l'opprobre, malgré la crainte aussi, que pouvait inspirer le KGB. Alors, c'est un carnet où il nous décrit des conversations qu'il a eues avec lui. Honnêtement, j'ai très, très hâte de le lire. Est-ce qu'il va venir prendre la pole position de cette pile? Mais c'est même plus une pile, en fait. C'est même plus une table de chevet que j'ai. Ce sont des murs de chevet, de livres à lire, des milliers de livres à lire. Je sais bien, j'ai beau être insensé, je ne suis pas parfaitement sot. Je sais que ce sera là une tâche impossible mais c'est une promesse de bonheur. Tous ces livres à lire et tous ces livres qu'on ne voit pas venir, hein, tous ces livres qui vont apparaître. Celui-ci, par exemple, Le destin de Vassili Grossman, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas qu'il existait. C'est publié chez L'Âge d'Homme. On se rappelle L'Âge d'Homme. L'éditeur de L'Âge d'Homme. Personnage dont le nom m'échappe, mais pas Medjirkovski, Dimitri Medjirkovski. Ah, faudrait vérifier. Ah ben, vous savez comment il est décédé. Il faisait lui-même ses offices, c'est-à-dire, oui, en tout cas au Québec on dit ça, faire office, c'est-à-dire laisser en consigne des livres dans une librairie. Et il le faisait dans sa camionnette et lors d'une collision, il a freiné brusquement et les cartons de livres qui étaient entassés à l'arrière de sa fourgonnette l'ont écrasé et ça lui a brisé le cou. Et il est mort écrasé par son inventaire. Ouais, imaginez. Hein? Et donc, je vais vous montrer maintenant ceux que je me garde. Va sans voix. Alors, Va sans voix, c'est un recueil de textes sur la lumineuse ténèbre, avec entre autres Michel Cazenave, une préface de Michel Cazenave, qui est un grand spécialiste, c'est le spécialiste, avec Étienne Perrault, du travail de Carl Gustav Jung. Bertrand Vergely, La tentation de l'homme-dieu, c'est sur le transhumanisme. Et entre autres, le transhumanisme, vous savez, en fait, le transhumanisme ne concerne qu'une seule catégorie d'individus, c'est les méta-riches. Les méta-riches, c'est le mot cru, c'est des gens qui sont si riches qu'ils n'appartiennent plus au monde terrestre. Et leur richesse, elle est tellement gigantesque qu'elle n'est que pure abstraction. Et n'étant plus dans le monde ordinaire,
Ils sont entrés dans ces méta riches, ils sont rentrés dans la richesse métaphysique et l'adversaire à combattre n'est plus les classes sociales, ce n'est plus non plus l'environnement, parce que dans leur fantasme de survie, ils ils vont tenter. Ici, on a l'exemple de Guy Laliberté. Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, qui est allé se réfugier dans une des innombrables îles de la Polynésie française, car il est convaincu, Guy Laliberté, à l'instar de Peter Thiel et de ses quelques méta-riches, que notre monde est foutu. Alors, ce qu'il recrée, c'est en quelque sorte un arche de Noé moderne. Par contre, Guy Laliberté, il y a 2 ans, ou 1 an et demi, je ne sais quand aura lieu son procès, ou peut-être a-t-il déjà eu lieu. Je n'ai pas vraiment suivi l'affaire, mais je sais que les gendarmes ont débarqué sur son île pour venir le verbaliser et l'accuser d'avoir fait pousser du cannabis. Et la réaction, en tout cas, il n'arrivait pas simplement à concevoir qu'on puisse l'arrêter et le verbaliser. Et pour lui, tout à coup, on est sur une île, on fait pousser de l'herbe, et là, tout à coup, les flics débarquent. Pour Guy Laliberté, il avait tout imaginé sauf ça. Hein. En tout cas, je vais aller vérifier. Ben, ça, l'information est exacte, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça, je ne le sais pas. Alors donc, leur objectif à ces méta-riches-là, maintenant, c'est de vaincre la mort et de se doter et toute la technoscience. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, évidemment. Ils en ont tellement que ce n'est que pure abstraction. Eh bien, visent à se donner les outils et les prothèses et tous les nécessaires supports pour maintenir leur carcasse vivante le plus longtemps possible. Et les conditions objectives, les conditions domestiques, afin que leur carcasse puisse continuer à respirer, à manger dans un univers crépusculaire. Peut-être devront-ils prévoir aussi des sas avec des bonbonnes d'oxygène et parce que bon, les virus mutants aussi, c'est peut-être une conséquence. Hein. Au début, vous vous rappelez, au tout début de la pandémie, on accusait le pangolin, les chauves-souris, de la chauve-souris au pangolin. En fait, que l'espèce humaine et les diverses espèces animales, il n'y avait plus d'écosystème pour les protéger des unes des autres. Que la proximité, d'ailleurs, de toute façon aussi, la proximité, bien souvent dans les relations humaines, de là aussi la violence qui est symbolique, hein, qui déferle sur les réseaux sociaux, c'est que plus on se rapproche, plus on se déteste. Alors, c'est important que les uns et les autres, dans une famille, c'est assez évident, c'est assez probant. La bonne distance, savoir garder ni trop près, parce que c'est la confusion, ni trop loin, c'est l'ère de glaciation, c'est l'indifférence, c'est l'absence de lien. Et l'équilibre est extrêmement difficile. Alors donc, oui, Vergely. Je l'ai ouvert au passage et il y avait une citation de Bernanos qui dit, bon ben, la vie moderne empêche la vie intérieure. Alors, voilà, on la connaît celle-là. Raoul Vanagem, que je connais bien, adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne et l'opportunité de s'en défaire. Vous voyez, il y a quand même un certain... J'ai eu une période Vanagem, il y a une dizaine d'années, dans mon élan insurrectionnel, suite au printemps 2012. Je me plaisais à lire tous les auteurs insurgés. Je vais voir, mais c'est possible que je le remette à la vente, tout simplement. Je suis pas encore fixé, mais enfin, j'étais content de l'avoir. En tout cas, pour l'instant, je le garde, mais
il est possible que je le propose à la vente. Charles Baudouin, un autre, le mythe du moderne et propos connexes. Un autre jungien, hein, dans cette collection-là, aux éditions du Mont-Blanc, maison d'édition dans laquelle a été publié plusieurs ouvrages de Carl Gustav Jung. Alors, est-ce que je vais le lire au complet? Est-ce que je vais le parcourir? Ce que j'aime de ce que j'ai pu voir, c'est que ce sont des aphorismes. Et c'est un genre que je goûte fort. Alors, voilà. Je vais le parcourir. Et si je m'aperçois qu'il provoque chez moi beaucoup d'enthousiasme, eh bien, je vais le lire et peut-être que je vais ici vous en rendre compte. Et si mon enthousiasme est par trop modéré, eh bien, je vais mettre un prix dedans, je vais le classer et je vais espérer qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Celui-ci, j'ai eu une autre période, il y a très longtemps, autour de 1985. J'ai eu une période de Jean Starobinski. J'avais lu ses ouvrages qu'il avait fait, consacrés à Montaigne et à Rousseau. Et ça m'avait beaucoup plu. Jean Starobinski, avec Marcel Raymond, ils ont fondé, en tout cas, ce qui a été appelé, je ne sais si cette appellation a survécu à ce qu'on avait appelé l'école de Genève. Alors, je vous le montre. Publié dans une belle collection Quarto. La beauté du monde, la littérature et les arts. Alors, évidemment, il est question de Mallarmé, d'André Breton, de Paul Celan, de Philippe Jacotet, son compatriote. Alors, c'est difficile. Alors, vous voyez, on ouvre ceci, on y lit. N'être qu'un ignorant, ne posséder qu'une parole fragile, sans garantir, se trouver comme adossé aux ténèbres et au rien. Telle est la situation dont il faut constamment repartir, recommencer. Cela veut dire que Jacotet ne consent pas à l'immobilité, ne s'accommode pas de l'échec. Si le vrai lieu n'est pas accessible, la faute inverse est de s'obstiner à séjourner dans la nuit, de s'y enfoncer désespérément, comme le fait le maître déchu dans l'obscurité. Quand Jacotet écrit « À partir du rien », telle est ma loi. Alors, vous voyez, je pense que vous me comprenez de vouloir conserver cet ouvrage. C'est ça la folie du libraire, hein, aussi d'occasion et d'ancien. C'est qu'on nous propose, je n'ai pas de représentant qui arrive avec des catalogues préétablis, avec un petit discours servi pour afin que j'accepte les ouvrages proposés. C'est l'imprévisibilité continuellement. Et cette imprévisibilité-là, c'est ce qui fait le bonheur, le charme de mon travail. C'est que je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Et ces objets, livres, ils ont toujours été aimés aussi avant. Alors, c'est pas... Bon, le psychanalyste jungien qui a consenti à me vendre une partie de sa bibliothèque, il ne l'a pas fait de gaieté de cœur, mais il l'a fait avec sagesse, cependant. Pour toutes sortes de raisons que je vais garder pour moi. Secret de libraire, n'est-ce pas? Secret d'histoire, secret de libraire. Eh bien, il avait
il avait accepté de voyager léger, il avait consenti à ce que peut-être une partie de ses facultés intellectuelles soit, soit limitée ou soit vécue autrement. Mais les livres qu'il avait minutieusement, amoureusement amassés, eh bien là, il fallait les remettre à l'air libre. C'est souvent la phrase qu'on me dit, il faut que d'autres en profitent. Alors, c'est ça aussi. Ce ne sont pas juste, c'est plus juste des livres, là. C'est plus juste de vulgaires livres, j'aurais envie de dire. C'est des livres qui ont été lus, qui ont été appréciés. C'est des livres qui ont vécu une vie concomitante à celle de leur lecteur. Ce sont des livres où l'esprit a été insufflé. Hein? J'aurais envie de dire, ils sont devenus vivants, ces livres-là. Et pour les maintenir vivants, eh bien, il y a un incubateur. C'est la librairie. Et l'incubateur, là, les petits poupons sont... Vous voyez, les petits poupons sont partout, là. Et il y a la température idéale, il y a la lumière. Et à tous les jours, il y a des gens qui se promènent dans la pouponnière et qui... Ah oui, lui il a bonne mine. Ah, lui, il est pâleau, il me semble fragile. Son dos est cassé, il est un peu jauni, il est défraîchi, il est annoté parfois. Mais il est ridé, il est fripé, il est ratatiné même. Alors je le ramène chez moi, je vais lui donner le bouche à esprit. Je vais lui donner une partie de ma vie, une partie de mon temps, une partie de mon sang. Il va aller rejoindre la constellation de mon propre esprit. Il va venir lui aussi faire alimenter la petite turbine à images. C'est pas rien avoir une bibliothèque. Et là, tout un chacun se défend, ça prend de la place, ça prend de la poussière. Ça coûte, ouais, ça coûte. Mais tous les vices coûtent quelque chose, incluant le vice de la sobriété, le vice de l'avarice, le vice de la retenue. Tous les vices sont coûteux et certains vices anoblis, d'autres avilis. Alors, à vous de choisir quelle sera la couleur de votre vice. Ceci aussi, mais celui-ci, je l'ai reçu par la poste. Alors, je vous raconte, c'est Marie Desjardins qui a consacré une biographie à un auteur, Réal Benoît. Alors, nous sommes une poignée d'amoureux de livres à connaître Réal Benoît. Et ce qui est particulier avec, dans le cas j'allais dire, de ma relation avec Marie Desjardins, c'est qu'il y a un soir, il y a peut-être 2 ans, je suis tombé sur un livre qu'elle a écrit. Est-ce qu'il est pas loin? Attendez. Est-ce que j'aurais dû préparer ça? Et donc, je suis tombé sur un de ses livres, un court livre où il était question de l'écriture. Ça m'avait beaucoup plu. Et le lendemain matin, j'ai eu envie d'aller emprunter 2 livres qu'elle avait écrits, toujours sur le même sujet, à la grande bibliothèque. Mais ils étaient dans ce qu'on appelle la réserve, c'est-à-dire on ne peut pas les emprunter. On peut seulement les consulter dans... Et même aller les consulter, c'est pas une expérience très agréable parce que faut enlever son manteau, faut mettre ça dans un casier, il y a un garde chiourne à l'entrée, il faut s'identifier avec sa carte. Bref, c'est une expérience carcérale et c'est assez arbitraire parce que ce qu'on retrouve dans la collection des livres qu'on ne peut pas emprunter, c'est souvent, parfois il y a des livres rares, mais ceux-là encore, ils sont l'objet d'un autre lieu, sont entreposés dans un autre espace. C'est que, j'allais presque dire, il y a un arbitraire là-dedans, parce que ils sont épuisés, de fait, on ne peut plus les commander, mais c'est un peu bizarroïde parce que pratiquement tous les livres qui existent sur Terre sont épuisés.
Alors, c'est presque pas un argument, je dirais. Et, beaucoup de livres qu'on aura envie d'emprunter, mais on ne peut pas le faire parce qu'ils sont épuisés. Mais sur leurs rayons sur les rayons ouverts au grand public, pas besoin d'identifier, pas besoin d'enlever son manteau et le mettre dans un casier, eh bien, il y a un paquet de livres aussi qui sont épuisés qu'on peut emprunter. Alors, j'ai du mal à saisir. Ça m'apparaît en tout cas arbitraire. Et il y a des livres que même si on les met dans la réserve, qu'on ne les met pas dans la réserve, qu'on les offre au tout venant, eh bien, on ne va pas les emprunter davantage. En tout cas, regardez. J'imagine que c'est que chaque bibliothécaire des sections a, j'allais dire, ses états d'âme. Non pas ses états d'âme, mais peut-être ses a priori. Peut-être, au fond, ouais, ça semble intéressant. On a vérifié, il n'est plus disponible sur le marché. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres dans cette réserve-là. J'y suis allé à quelques reprises pour contempler le manuel de bibliophilie de Christian Galantaris, que j'ai fini par avoir. Ah, merci Seigneur. Et je vous ai peut-être raconté que Christian Galantaris, qui est l'expert en bibliophilie, en tout cas en Europe, en France, eh ben, j'avais commis une petite vidéo disant mon enthousiasme pour son manuel de bibliophilie. Il m'avait envoyé une lettre. Ses filles lui avaient dit il y a un zigoto qui dit du bien de ton ouvrage, papa. Et il m'avait envoyé une lettre que j'ai lue sur ma chaîne. J'étais ravi. Et un autre bibliophile que je connais, qui est directeur d'une revue de bibliophilie et d'histoire littéraire. La revue Histoire littéraire. Tenez, que je vous montre à l'écran, tenez. Et voilà. Dont l'atelier librairie est le seul distributeur en Amérique du Nord. Le seul dépôt en Amérique du Nord. Et ce bibliophile qui enseignait à l'Université de Montréal, et aujourd'hui il est à retraite, il me conseillait de faire relier la lettre à l'intérieur du manuel de bibliophilie, de le truffer et de le relier, de le jouxter à l'ouvrage de Christian Galantaris. Alors, vous voyez, les maniaques, les fétichistes. Alors, on s'approche de Sade, les fétichistes commencent à s'ébrouer, commencent à avoir du plaisir. Alors donc Réal Benoît, qui a écrit un livre qui s'appelle Naison, un récit publié de peut-être 45 Naison, dans la pure tradition surréaliste. Et donc, oui, Marie Desjardins, voyant que je ne pouvais pas, je reprends le fil, voyant que je ne pouvais pas emprunter 2 de ses livres, je lui ai fait une demande d'amitié Facebook. Elle a accepté ma demande d'amitié. Et je ne fais jamais de demande d'amitié Facebook pour une raison bien simple. Je suis trop actif. Alors, puis à tous ceux qui ont le bonheur ou le déplaisir de m'avoir pour ami, s'ils me jugent trop envahissant, ou je les invite tout simplement à me dénotifier. Il y en a qui sont plus radicales. Ils me suppriment carrément de leur contact. Mais moi, quand je juge que quelqu'un est représenté trop harassante, là, moi, je le dénotifie, je l'élimine pas quand même. Je fais juste le dénotifier. C'est un geste léger. C'est ça aussi la merveille aussi que je trouve des réseaux, c'est que les écrans vains, je trouve la formule pas très heureuse, mais on va la garder pour l'instant, celle de Gilles Bonnet, c'est que les écrans vains ou les gens qui écrivent sur les plateformes peuvent même se débarrasser de certains lecteurs. Et ça, dans le paradigme de la lecture, là, dans l'écrivain n'a jamais la possibilité, et puis oserait-il le faire, même s'il en avait la possibilité,
de se débarrasser d'un lecteur, hein? De juger une partie de son lectorat encombrant et un coup de souris et l'animal est disparu. Alors ça, c'est très étonnant, ce nouveau rapport à l'écriture, la lecture, qu'on puisse se débarrasser, qu'on puisse décider que non, on ne me lira pas. Alors, est-ce que Shakespeare vous aurait bloqué, par exemple? Est-ce que Sioran vous aurait bloqué? Alors, on reprend un peu maintenant après 30 minutes et 47 secondes. On reprend un peu le fil. Je suis très fatigué en plus ce soir. Et j'ai peu de temps. Les 2 derniers jours m'ont laissé peu de temps pour lire et, à plus forte raison, pour vous entretenir de mes lectures. Alors, Pensée simple de Gérard Massé. 2 ou 3 passages et après j'enchaîne avec le marquis. Oh, puis je vais peut-être vous raconter quelque chose aussi. Selon Michaud, les aliénés vivent la métaphore, incapables de passer de l'une à l'autre, comme les poètes professionnels. Mais qu'est-ce qu'un poète professionnel? L'expression étonne sous la plume d'Henri Michaud, même si l'on peut être certain qu'il se prenait pour un amateur. Dans l'état actuel des langues indo-européennes, presque tous les mots sont des métaphores. C'est ce qu'affirme Rémy de Gourmont dans son esthétique de la langue française, où il privilégie la faune et la flore, le roitelet, la belette, le tournesol, lui fournissent des preuves en abondance en même temps que le plaisir sans fin de la comparaison. Pour Borghese, qui avait lu Rémy de Gourmont et qui l'admirait, le phénomène est plus général et plus universel. Tous les substantifs sont des métaphores. Je relis Borghese en voyage, et je vérifie une fois de plus sa hantise des miroirs et de la reproduction, son horreur de la ressemblance ainsi que son vertige devant l'infinie répétition des gestes, des vies, des rêves et des livres. En arrivant à Madrid, j'apprends par la bouche d'un ami que Margaret Cameron a commencé à photographier à l'âge de 50 ans parce qu'on lui avait offert un appareil photo. C'est exactement ce qui m'est arrivé, mais un siècle plus tard. On est souvent seul, jamais unique. On se croit un poète audacieux, bousculant à la fois la prose et les vers, et l'on s'aperçoit un jour qu'on accomplit le rêve de Goethe à la fin de sa vie. Moi, si j'étais plus jeune et assez hardi, je ferais exprès de contrevenir à tout ce pédantisme technique. J'emploierais l'allitération, l'assonance, la rime fausse, le tout comme cela me viendrait et me plairait. Conversation avec Ackermann, 1836. Je me retrouve tout à fait dans cette confidence de Goethe vieillissant. Aucune influence, mais les mêmes conclusions, inspirées par une même fatigue devant la mécanique des vers. Il est impossible de remonter aux origines d'un processus qui n'en a pas. Où qu'on commence, tout est mouvement et continuation d'un stade précédent. Norbert Elias, dans cette pensée que lui inspire l'histoire des mœurs, rejoint Montaigne, sans le vouloir et par d'autres voies. Je pense que je vais laisser faire Sade. Je vais nous garder Sade bien au chaud, encellulé dans les pages du livre, captif à la prison de Vincennes, et je vais dire de la Bastille, en tout cas emprisonné dans l'atelier librairie Le Livre Voyageur, d'où il s'évadera ce soir, demain soir.
vous raconter aussi, puisque Gérard Massé n'hésite pas à, à se remémorer à quel moment il a lu tel ou tel ouvrage. Hein. Bon, vous avez entendu hier, c'est dans la maison familiale qu'il a lu sous le regard indifférent, parce qu'ignorant aussi, de ses parents qu'il a lu le Marquis. Moi, la première fois que j'ai lu le Marquis, je ne peux pas l'oublier, c'était dans une chambre d'hôpital. Euh, j'avais subi une opération pour un genou. J'avais 15 ans. Et je vous raconterai ça, peut-être pas dans le menu détail, parce qu'il faudrait tout, tout contextualiser, hein, un peu en tout cas, et peut-être me laisser aller à quelques digressions autour de ce livre de Sade qui m'avait fort amusé euh, par la... Pas, pas simplement par le grotesque de certaines situations et le burlesque de certaines positions, mais j'y avais acquis à ce moment-là un vocabulaire qui ne m'a jamais fait défaut, comme gamin huché, tisonné, hein, tisonné, et j'avais été enchanté par toute l'infinie diversité d'actions intimes qu'on pouvait besogner aussi. Ah, ce besogner. Il me faisait rêver, mais j'avais un faible pour tisonner. Et ça m'avait, malgré le fait que j'étais hébété par une opération assez rude. J'avais presque failli perdre l'usage d'une jambe. En tout cas, pas, on ne me l'aurait pas amputé, mais je me serais retrouvé avec un appareil. Là, un appareil avec peut-être un appareil avec des tiges de métal. D'ailleurs, j'ai une vis. Et en plus, le fou de cette histoire-là, c'est que j'avais été victime dans un match de sport amical d'une agression sauvage pour mes amis québécois qui n'en viendront pas d'entendre cela, par le neveu de Paul Desmarais II. Hein? Vous savez, c'est qui Paul Desmarais II? Paul Desmarais II, le mentor de Sarkozy. Sarkozy avait besoin, en tout cas là, il ne pourrait pas y aller avec son bracelet, là. Mais quand Sarkozy avait un peu perdu de ses repères ou que sa boussole politique lui faisait un peu trop défaut, il allait rejoindre à sa gare, allez voir aussi, faites une recherche, Paul Desmarais II, sa gare, allez voir le domaine versaillais de, de Paul Desmarais II. Et donc, oui, Paul Desmarais II avait un neveu, Yves Desmarais, pour ne pas le nommer, et qui m'avait volontairement blessé. Ah, oui, ça, c'est pas très amusant. Bien des années plus tard, ma mère, nous, on venait d'un milieu modeste. Hein. Ma mère, elle n'aime pas quand je dis le mot pauvre, alors... parce qu'on manquait de rien. Mais on peut être pauvre et manquer de rien aussi. Être pauvre, c'est pas juste manquer de tout. Pauvre, c'est pas juste un état financier non plus. C'est être pauvre d'avenir, c'est être pauvre de ressources, c'est être pauvre de colère, c'est être pauvre de perspective, c'est être pauvre sur la connaissance de sa propre situation. Euh, et puis, les pauvres, ils sont, en règle générale, ils sont plutôt fiers. Alors, ma mère ne supporte pas de m'entendre dire qu'on vient d'un milieu pauvre. Alors, juste d'euphémisme, oui, on vient d'un milieu modeste. Et bien des années plus tard, elle m'a dit eh bien, on est idiot, il avait sans doute des assurances, ce neveu d'un des hommes les plus riches au Canada, milliardaire, hein, c'est pas anecdotique. Ou, mieux encore, on aurait pu lui intenter un procès, hein, un bon procès. Mais voilà, c'est ça, être pauvre aussi. Ça, c'est le genre d'idée que les pauvres, s'ils viennent à être victimes de violence de la part des riches, on aurait dû se défendre, tout compte fait. Ouais, on aurait dû y penser 10 ans plus tard.
Et voilà, voilà. Mais ça place le truc un peu. Alors, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital au Royal Victoria. Et, là, je vous raconterai la suite demain parce que ça a été aussi une peine d'amour. Un homosexuel avait tenté de me séduire. C'est lui qui m'avait offert le marquis de Sade, mais j'avais pas vu le, le complot de séduction dans. Alors ça, au fond, je pourrais écrire tout ça. Je pourrais faire un bon chapitre assez littéraire, hein, avec Sagard, le palais, le château de Versailles au milieu de la forêt québécoise. Et, et le livre du marquis de Sade, c'est une lecture de convalescence. Et cette jeune femme dont j'étais amoureuse, qui finalement avait choisi mon meilleur ami et qui m'avait rendu visite tous les deux. Elle m'avait même apporté une plante, une petite plante que j'avais déposée sur le bord de la fenêtre. Et ces deux-là, il lui savait que j'étais amoureux d'elle, mais et je savais même pas s'il était vraiment amoureux d'elle aussi. En fait, elle était amoureuse de lui. Bon, mais j'avais pas lu René Girard dans ce temps-là. J'avais pas la rivalité mimétique, vouloir le désir de l'autre, le triangle, l'éternel mari, Dostoïevski. Dostoïevski, je l'avais lu, mais j'avais pas saisi toute le. J'étais pas devenu un expert dans ce genre de choses-là. Et bien des années plus tard, il m'avait incité, mais de manière très vulgaire, à avoir une liaison avec elle, tout en me dévoilant certains aspects de sa vie intime que j'avais trouvé ça assez scabreux au fond. Hein? Il l'avait désaimée et il ne souhaitait pas qu'un autre puisse l'aimer. Alors ça aussi, hein? Mm-hmm. Je voulais un dernier passage. Le fruit de vos entrailles. Cette formule du Je vous salue Marie aura été pour des générations d'adolescents le sésame de la vie sexuelle. Fruit rouge et sanglant à la place du vide, de l'absence de l'acte lui-même, autour duquel ne cesse de tourner le christianisme avec l'ange, le père adoptif et la Vierge enceinte. Mais il est étrange que ce soit une métaphore qui désigne ainsi, in abstantia, et si présente malgré tout, la réalité la plus triviale. Étrange, sauf pour les lecteurs de poésie. Le premier masque est un cache-sexe. Ouais. Sujet de réflexion pour les ligues de vertu et les adeptes de la vie naturelle. Hitler était végétarien. Hitler ne buvait pas. Hitler ne fumait pas. Nous avons tous vu dans un documentaire ou un autre Hitler à Berchtesgaden, pardonnez mon allemand, heureux de caresser ses chiens, image dont la banalité même, dans un décor de carte postale, est d'une indécence insoutenable, quand on a en tête les champs de bataille de l'Europe à la même époque et les camps d'extermination. Au lieu de cette indécence, certains voient dans les mêmes images un semblant d'humanité, une sensibilité qui s'exprimerait malgré tout. D'autres, enfin, avec une jouissance perverse, approuvent plus ou moins secrètement cette sensiblerie dont les animaux sont si souvent l'objet. Ils sont tellement meilleurs que les humains. Alors, c'est tiré de ceci, Pensée simple, de Gérard Massé. Je nous réserve le néant pour demain soir. C'est tout pour ce soir. Presque 45 minutes. J'étais pas en forme. Croyez-moi, aujourd'hui, la journée a été hyper occupée.
Mais je ne peux plus m'empêcher d'avoir rendez-vous avec vous. Enfin, au fond, c'est notre cabinet de lecture. Hein. Alors, on va continuer à lire. Et vous avez une influence sur moi. Phonographie, je vais bientôt recevoir les deux Guérins. J'avais lu, euh, j'avais lu La peau dure il y a bien des années. Et j'ai bien des années. J'avais apprécié ça, ouais. Mais je pense que j'avais pas pris la mesure, hein. J'avais pas pris la mesure de l'importance de cet écrivain. Mais assurément, ils vont être Retour de Barbarie et Le temps de la sottise vont être l'objet de... Ben, je vais d'abord les lire. Ou peut-être qu'au fur et à mesure que je les lis, je vais vous en parler. Et ils vont être l'objet de prochaines vidéos. Il y a Chris Marker aussi. Il faut que je retrouve mes Chris Marker. Certains sont très rares. Hein? Ouais, je sais. Et assez cher aussi sur les réseaux. Alors, dans les librairies spécialisées. Alors, je ne cherche pas à les racheter. J'en ai plusieurs, mais tout n'est pas déballé dans mes cartons. Des cartons, des cartons. Quelle folie. Quelle folie. Allez, merci et bonsoir et à demain pour le néant. Merci.